Alors, une fois n'est pas coutume, mais toujours avec la même philosophie, cette vidéo date de décembre 2023. Je dis bien décembre 2023. Elle a été faite pour la chaîne Témoin. Et le propriétaire de cette chaîne m'a autorisé à prendre la vidéo et maintenant la proposer sur ma chaîne YouTube. Il s'agit en particulier de parler d'Elon Musk, d'intelligence artificielle et de tous les sujets qui le concernent. Et je pense que je ne changerai pas un seul mot de cette vidéo, comme en général de mes lettres Substack, de mes vidéos anciennes, etc. Pourquoi j'en changerai pas un seul mot? Parce qu'à chaque fois que je m'exprime avec le cœur, avec passion et finalement avec l'envie de vous partager ce qu'est mon analyse. Alors parfois, et surtout en ce moment quand l'actualité est complètement folle, par exemple avec les papiers de JFK, l'Ukraine qui ne respecte absolument pas la volonté de cesser le feu dont ils sont censés être les porteurs suite à Jeddah, puisqu'encore cette nuit, ils ont bombardé une base militaire russe à plus de 700 km de la frontière. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des missiles, ça veut dire qu'ils ont eu des systèmes de guidage. Je doute que ce soit les Américains qui aient donné les systèmes de guidage, sinon Trump serait un traître et donc ça voudrait dire que Poutine romprait complètement toute possibilité de négociation avec eux, ce qui n'est pas le cas. Donc ça sous-entend que le système de guidage est soit anglais, ce qui est fort peu probable parce qu'ils en ont très peu, soit très vraisemblablement français. Donc ça veut dire quelque part que la France est véritablement maintenant en guerre avec la Russie. C'est pas une surprise, de toute façon en ce moment c'est les sorties de sous-marins, les déclarations sur le nucléaire, que ce soit les Anglais ou les Français, c'est la surenchère. Le cauchemar également à Gaza, plusieurs centaines de morts et évidemment un piège pendant que naïvement entre guillemets au fil des jours, eh bien les personnes du Hamas ont baissé un petit peu la garde. Eh bien, le Mossad, les services secrets israéliens et les personnes infiltrées ont identifié les lieux de résidence des principaux chefs du Hamas et ils ont tous été massacrés. Alors quand des personnes me disent « mais vous allez quand même pas pleurer leur mort », je rappelle que c'est le gouvernement Netanyahou qui souhaitait que le Hamas gagne, qui a toujours souhaité et vu avec énormément d'intérêt le Hamas. Le Hamas était élu à Gaza. Et donc, il faut quand même arrêter tout le temps le délire. C'est comme la Syrie. Un jour, leur tête est mise à prix à 10 ou 20 millions. Le lendemain, ils deviennent présidents, ils sont hyper sympathiques. Et l'inverse pour le Hamas. Donc, cette manière de manipuler l'histoire, de manipuler les faits, de tout manipuler, devient absolument insupportable. Bon, j'ai fait une lettre Substack sur ce qui vient de se passer, qui est considérable, avec la révélation de documents concernant l'assassinat de JFK. Évidemment, beaucoup de gens étaient au courant, avaient pu imaginer, mais là, on a véritablement les preuves. Je vous invite à découvrir cette lettre. Il y aura d'autres suites, parce que c'est une analyse qui est vraiment vertigineuse, qui sort de ça. Et à mon avis, ce n'est que le début. Parce que si vous voulez, mon avis, c'est une manière pour Trump d'avancer avec une bravoure incroyable dans le marécage. Alors évidemment, c'est traumatisant, les bombardements sur le Yémen, les menaces sur l'Iran, les bombardements évidemment sur Gaza et toute la traîtrise qui va avec, ce qui se passe qui est cauchemardesque en Syrie avec des dizaines de milliers de personnes qui sont assassinées, des centaines de milliers de personnes qui fuient, et le cynisme de l'Allemagne qui dit qu'elle va renvoyer en Syrie tous les criminels syriens qui sont sur son sort, histoire de s'assurer qu'il y ait de plus en plus de criminels dans ce pays pour tuer les derniers chrétiens d'Orient. Sinon, dans ma lettre Substack, j'ai fait un petit coup de gueule. Bon, comme vous l'avez remarqué, j'ai supprimé toute possibilité de dons sur YouTube. J'ai supprimé et j'ai jamais mis la pub
Pareil sur X, en fait, X ne m'a jamais donné la possibilité de mettre en place des abonnements. Donc finalement, le seul moyen que vous avez de m'aider et de me permettre de vivre décemment des 15 heures par jour, y compris le dimanche que je travaille à essayer d'informer, à accorder des interviews et évidemment à d'autres médias comme à Carl Brochu, etc., à écrire des lettres, à écrire des posts pour essayer un tant soit peu de vous éviter ce qui, selon moi, correspond à des pièges de l'actualité et rester centré sur ce qui se passe véritablement, qui est, à mon avis, plus eschatologique que imaginable. Eh bien, le seul moyen donc de m'aider, c'est de vouloir découvrir du bon miel, c'est de faire des dons sur PayPal ou sur Tipeee. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et sinon, de prendre des abonnements à mes lettres Substack. Si vous regardez les commentaires des gens qui les lisent, vous verrez qu'il est temps que vous les découvriez. Évidemment, c'est de la lecture, c'est compliqué, mais il y a une version Patreon qui est lue et qui est vraiment agréable. De la même manière qu'il y a une version avec intelligence artificielle sur Substack, ça peut être rébarbatif, mais pour les gens qui ne veulent absolument pas lire, qui veulent faire ça en même temps qu'ils vaquent à d'autres occupations, je peux le comprendre et c'est mis en œuvre et ça le sera de plus en plus afin véritablement de permettre à tout le monde d'avoir l'occasion, entre guillemets, de lire ces longues analyses. Donc, je vous invite à découvrir mon dernier Substack. Si vous avez du mal à trouver ou à vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com. bertrand@55bellechasse.com. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à partager les vidéos. Je vous invite évidemment à m'aider. Pourquoi c'est vrai que parfois on me dit « Mais Bertrand, vous demandez trop ». Alors, en effet, je demande beaucoup parce que je fais confiance, je vous fais confiance aux uns et les autres et tous mes contenus sont gratuits. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à tout gratuitement. Et je me rends compte qu'en réalité, ce système n'est peut-être pas le bon. Peut-être que 99% d'entre vous ont décidé que, puisque moi je faisais gratuitement, ils allaient en profiter et que les autres qui étaient payants, c'était là qu'ils allaient payer. Donc ils prennent beaucoup plus d'intérêt et ils me le disent eux-mêmes à lire mes lettres Substack ou à voir mes vidéos que celles d'autres, mais les autres sont payants, alors ils payent et à la fin ça fait un gros budget. Moi c'est gratuit, mais comme ils payent d'autres résistants, ils peuvent pas rendre leur budget élastique. Alors est-ce que dans ces cas-là, je dois devenir payant pour que vous vous mettiez à penser que finalement moi aussi ça vaut quelque chose, que je puisse vivre décemment de ce que je fais, honnêtement, et plutôt que de demander la charité. Parce qu'évidemment, si vous étiez ne serait-ce que 2, 3 ou 4% de tous les gens qui m'écoutent à décider de prendre un abonnement ou à faire un don, évidemment, j'aurais pas besoin de vous demander. Je demanderai 1 ou 2 fois par an, histoire de m'assurer que les gens qui ne peuvent plus payer ou que ça ne m'intéresse plus sont renouvelés avec d'autres. Mais c'est pas du tout le cas. Parce que comme une très grande partie des gens qui me suivent n'ont absolument pas les moyens de payer quoi que ce soit, je décide, effectivement, c'est ma décision, que mes contenus sont gratuits. Mais c'est parce que je sais qu'il y a au moins 10, 20, 30% d'entre vous qui pourraient largement payer, qui regardent avidement toutes mes lettres, toutes mes vidéos, etc. Et ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire confiance. Et comme je fais confiance, je répète, vous prouvez, et certains me l'écrivent. C'est ça qui est choquant. Enfin bref, je ne vais pas changer du tout ma manière de fonctionner. Au contraire, je vais continuer parce que, voilà, à un moment ou un autre, j'espère que j'atteindrai un niveau décent qui me permettra d'éviter de vous demander. En attendant, vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tous à très bientôt. Merci pour votre confiance, merci pour votre intérêt. Désolé de temps en temps, c'est vrai, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que vous vous plaignez de la situation, mais finalement, les personnes qui essayent de s'engager complètement à vos côtés, pas pour vendre des produits financiers frelatés,
ou être la copie conforme de grands médias, mais qui essayent véritablement d'agir différemment, eh bien, vous ne vous y intéressez pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont été très surpris par la vidéo que j'ai faite récemment avec Aurélien. Il y en aura d'autres. Et il y en aura avec Xavier Poussard, il y en aura avec quelques personnes qui sont vraiment très impliquées pour essayer de faire émerger la vérité. Et j'essaierai au maximum de vous montrer que si je critique parfois les marchands du temple, ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'autres personnes que je considère vraiment comme importantes et comme véritablement dignes d'intérêt, dignes de soutien. Voilà. En tout cas, je vous remercie. À bientôt. Bertrand Scholler, bonjour. Bonjour Armand. Vous êtes consultant et créateur de contenu, Oui. Sur Internet notamment. Bertrand Scholler, ma première question, c'est qui êtes-vous? Alors, qui je suis? C'est une longue histoire. Je suis un fils, je suis un papa, je suis un jardinier, donc rural. Mais je vis la plupart du temps en ville. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la terre, en fait. J'aime retourner le plus souvent possible à la campagne. Avant de commencer à enregistrer, tu parlais de livres, donc j'aime beaucoup lire. Je passe énormément de temps à lire, que ce soit l'actualité, des livres, des récits, des articles. Donc ça, c'est véritablement une passion et je fais ça depuis tellement longtemps que tout naturellement, depuis la crise très forte des dernières années avec le Covid, j'ai senti le besoin de m'exprimer. Et de m'exprimer dans des médias et de m'exprimer dans un petit média que j'ai créé. Donc quand tu m'as proposé de participer à ton reportage, j'étais évidemment ravi. Alors, je suis très heureux de vous recevoir, bien évidemment. Et je suis d'autant plus content de vous recevoir puisque vous avez été, selon Conspiracy Watch, classé comme complotiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient, cette qualification? Alors, déjà, c'est bien que c'est la première fois que j'en parle. Conspiracy Watch, sont des gens qui sont financés en grande partie par l'État. Donc, ils sont, entre guillemets, en mission pour éteindre, effacer, diffamer des gens et pour essayer, en réalité, de nuire à l'expression d'idées adverses, entre guillemets, de celles qui sont prônées par les personnes au pouvoir ou les grands médias amis des personnes au pouvoir. Et ce qu'a fait Conspiracy Watch, c'est quelque chose d'extrêmement malhonnête. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais sur ma petite chaîne YouTube des différents complots qui font partie, entre guillemets, de l'histoire de l'humanité. Et donc j'évoquais d'importants doutes sur la conquête de la Lune. Alors il y a une anecdote, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle, avec Poutine à Moscou dans un sommet sur l'intelligence artificielle, et les gens de Google lui demandent quelles images ils voudraient faire tester par leur intelligence artificielle, qui a la capacité de voir ce qui est faux, truqué ou a priori vrai. Et un peu sibyllin, il dit j'aimerais bien que vous regardiez les images de la conquête de la Lune. Et le logiciel conclut que les images sont toutes fausses. Il dit pas j'ai un doute, il dit pas certaines sont vraies, d'autres sont fausses, il dit elles sont toutes fausses. Je pense que Google devait être effrayé d'avoir oublié dans la retenue de son logiciel présenté à Poutine cette petite faille.
Ils en ont oublié beaucoup, d'ailleurs, ce qui a choqué énormément, puisque ils avaient même oublié qu'ils pouvaient demander à l'intelligence artificielle d'imaginer comment elle se comporterait et comment elle parlerait si elle était l'opposé de ce qu'elle a le droit d'être aujourd'hui. Et là, les réponses étaient fascinantes. Et d'ailleurs, Google avait tout de suite arrêté le temps d'empêcher cette violation, entre guillemets, de l'âme de la machine. Puisqu'en fait, ce que montrait la machine, c'était... on parlait tout à l'heure de subconscient, inconscient, enfin, ce qui peut... donc, elle nous montrait un espèce de subconscient, en fait, pas du tout un inconscient. Alors, pour revenir à Conspiracy Watch, donc j'avais fait cette vidéo, et en fait, ils n'ont pas du tout eu une lecture honnête de ce que je disais, puisque je parlais des choses de façon extrêmement factuelle. Le 11 septembre, l'assassinat de Kennedy, et puis surtout l'évolution de la science. J'évoquais Bucha, et juste hier, enfin pas hier puisque ça va passer en différé, mais en décembre 2023, Lavrov a redemandé au président de l'ONU s'il pouvait ne serait-ce que lui donner la liste des victimes de Bucha. Donc il faut imaginer que la guerre, les sanctions, etc., qui ont été contre les Russes, toutes ces images incroyables l'ont été sans qu'il y ait aucune liste de noms des personnes qui sont censées être mortes. C'est stupéfiant. C'est comme si on parlait du 7 octobre sans donner la liste des otages, par exemple. Évidemment, il faut des choses précises quand on parle d'événements aussi graves pour l'évolution de la relation, entre guillemets, entre le monde occidental et la Russie. Et on sait très bien que Boutcha est arrivé le lendemain d'une paix qui était signée dans ce qu'on appelle ces material terms, donc les termes importants, et même des annexes. Suite à Boutcha, évidemment, tout ça est tombé à l'eau, et on sait où on en est aujourd'hui. On a une Europe qui est en récession pour ses locomotives, l'Allemagne, la France et même l'Italie, et les perspectives sont totalement négatives. Donc c'est une longue introduction par rapport à Conspiracy Watch, mais ce que je veux dire, c'est des gens qui sont, comme tu disais, être dedans, ça devrait être un honneur. Alors en réalité, c'est pas un honneur parce qu'en fait, c'est négatif pour nos familles, pour nos proches, pour les gens qui sont dans ces listes. C'est quelque chose qui les blesse parce que évidemment, ils sont fiers de nous et de nos engagements, mais personne n'aime avoir des membres de sa famille jetés comme ça, parce que tout le monde sait très bien que c'est une lecture naïve qu'ont 90% des gens. Et d'ailleurs, ça permet de revenir sur Google, qui trouve très amusant de les référencer en premier. Alors justement, on va y revenir, notamment sur l'analyse géopolitique que vous faites et le lien avec l'intelligence artificielle. Tout est lié. Tout est lié. Mais première question, c'est quoi pour vous l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous la définiriez? Alors, l'intelligence artificielle, c'est l'évolution du rêve de Frankenstein. Donc, Mary Shelley, quand elle écrit Frankenstein, elle imagine en fait un espèce de savant fou qui veut devenir un dieu. Et évidemment, à l'époque où elle écrit, elle peut difficilement concevoir des machines intelligentes comme celles qu'on a entre les mains aujourd'hui. Donc, elle construit quelqu'un de parfait, en fait, un espèce de puzzle de perfection. L'intelligence artificielle, ça aurait vocation à être ça à notre époque, en fait. C'est un espèce d'humain sublime. Donc, et moi, j'aime bien mettre ensemble la cybernétique et l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, astucieusement, Google, par exemple, a vendu sa filiale Boston Dynamics pour dire non, mais on est dans l'intelligence artificielle, mais on n'est pas dans la cybernétique, puisque en fait, la somme des deux, c'est Terminator. C'est-à-dire la machine qui décide que l'homme la gêne. Mais finalement, c'est une création de l'homme, cette machine. Est-ce que vous pensez réellement que la machine finira par prendre le pas sur l'homme? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Donc, on sait aujourd'hui que si on maîtrisait bien l'informatique quantique, on aurait des ordinateurs qui seraient des millions, des milliards de fois plus puissants
que les ordinateurs les plus puissants qu'on a aujourd'hui. Donc, clin d'œil, hein, on est allé sur la Lune avec des ordinateurs qui étaient moins puissants qu'un iPhone. Et aujourd'hui, avec toutes les puissances de calcul actuelles, Elon Musk plaisante souvent là-dessus, et surtout suite à la phrase de Poutine dans ce congrès en disant merde, alors je comprends pourquoi c'est si difficile. Si c'était faux, ok, ça explique pourquoi moi-même j'ai du mal avec tous les moyens et les meilleurs scientifiques du monde et les plus gros budgets à aller loin entre guillemets, malgré tous les tests. Mais pour dire exactement sur ce point-là, donc l'informatique quantique, elle est très compliquée pour un programmeur informatique. C'est-à-dire qu'on a su concevoir des ordinateurs qui n'étaient pas avec des bits, donc 0 ou 1, donc qui étaient soit l'un, soit l'autre, soit au milieu, soit nulle part, enfin, donc quantique. Mais quand on demande à quelqu'un qui est un très très bon programmeur d'imaginer programmer ces ordinateurs-là, dont on connaît le potentiel et l'intelligence floue, donc quelque chose qui sera proche de l'humain, et ils savent pas. Même un programme tout simple, c'est difficile. On sait vaguement calculer la vitesse de ces ordinateurs, mais on ne sait pas les programmer. En revanche, un ordinateur auquel on explique l'informatique quantique et on lui dit voilà tel programme, convertis-le, ça ne lui pose aucun problème. Parce qu'en fait, c'est des règles très logiques, mais qui sont pas logiques pour un homme, mais qui sont logiques pour une machine auquel on explique l'informatique quantique. Quelqu'un comme Einstein ou peut-être des dizaines de scientifiques dans le monde comprennent assez bien et manipulent bien ça, mais c'est pas des programmeurs. Et puis de toute façon, la plupart sont pas vivants. Après, il y aurait des grands chercheurs qui pourraient le faire, mais l'ordinateur sait le faire. Et en fait, depuis 7 ans, dans des laboratoires dont on n'entend pas parler, ils utilisent en fait des programmes faits par des outils d'intelligence artificielle pour faire marcher ces outils d'intelligence quantique. Et c'est terrifiant d'imaginer ce que ces machines sont capables de faire. C'est-à-dire qu'on est à la veille de réaliser qu'il y a des machines qui sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus redoutables que ce qu'on imagine. Et alors maintenant, si je rentre dans une théorie du complot, c'est-à-dire que si je vais sur le terrain où m'accueillit Conspiracy Watch, eh bien d'un seul coup, ce qui s'est passé pendant la période du Covid, ça relève pas d'une intelligence d'un McKinsey, puisque tout le monde disait McKinsey, c'était eux qui étaient les chefs d'orchestre, etc. Mais on peut commencer à imaginer, avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui sur, on s'est fait injecter en fait des pièces de Lego qui pourraient se reformer à l'intérieur du corps, c'est des trackers. En fait, toutes les études très approfondies sur ce sujet montrent qu'en fait, même les plus complotistes en fait étaient extraordinairement loin de la réalité. Et tout ça a été ficelé à une époque où, assez rapidement, et où personne ne serait capable d'imaginer un tel plan, en fait. Un tel plan, quelque chose d'aussi fascinant. Et donc la question, et c'est une question qui avait d'ailleurs soulevé, et pas que soulevé, puisque Robert Kennedy, donc un candidat aux élections américaines, a dit tout ça a été piloté par des laboratoires secrets du Pentagone, de la NSA, et rappelez-vous, les rares usines de production des vaccins étaient des usines sans humains. En fait, c'était des usines dans lesquelles le vaccin était tricoté. Il faut savoir aussi que, en principe, quand vous avez un médicament, s'il évolue, en fait, il faut recommencer à zéro toutes les phases d'essais cliniques, toutes les phases de tests, etc. Là, ça n'a pas été fait, en fait. Tout ça a évolué au fil de l'eau. Et surtout, ce qu'on sait maintenant avec une grande certitude, qui est plus du tout contesté par personne, c'est que les lots avaient pas du tout le même impact sur les personnes. Et c'était pas lié au fait que les lots s'adressaient à des personnes plus âgées ou d'une ethnie particulière ou autre. C'était véritablement lié au fait que la posologie, pour utiliser un terme un peu médical, était différente. Donc, moi, je m'interroge véritablement sur la raison pour laquelle subitement aux États-Unis, pratiquement toutes les personnes qui travaillaient à haut niveau, voire au plus haut niveau dans ces filiales de géants de l'informatique, de géants des réseaux sociaux, de GAFAM,
ont décidé de quitter leur poste et de tirer la sonnette d'alarme, pourquoi Elon Musk, du jour au lendemain, a décidé que, outre son combat pour la liberté de parole, il se relançait à fond dans un combat sur l'intelligence artificielle et en y mettant des moyens considérables, et à tel point qu'aujourd'hui, on imagine que sa filiale d'intelligence artificielle, avec son intelligence artificielle Grok, pourrait valoir des milliers de milliards parce qu'elle a des performances qui dépassent l'imagination, mais qui dépassent l'imagination parce qu'elle est très humaine. On a l'impression de parler avec un copain quand on en est à la 3e bière, en fait. C'est une intelligence complètement, enfin, un outil programmé, mais qui est programmé pour être un peu véritablement notre pote, pour répondre honnêtement, même si ça fâche. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Alors justement, j'allais y venir à Elon Musk et sa filiale effectivement qui s'appelle Neuralink, Ouais. qui a pour Alors ça, c'est une autre filiale. Une autre filiale Neuralink qui a aussi pour projet l'amélioration de l'humain. C'est comme ça qu'il le présente, du moins avec l'implantation de puces d'intelligence artificielle qui permettrait effectivement d'améliorer les performances intellectuelles ou même physiques. C'est peut-être aussi à prévoir de l'humain. Vous pensez pas que justement c'est quelque chose de bénéfique? Alors moi j'ai une autre lecture de Neuralink, mais peut-être parce que pour moi Neuralink c'est une télécommande. Aujourd'hui en fait, vous vous rappelez au début les télécommandes c'était notre doigt, on allait vers la télé, on allait vers la radio, et puis après c'était un peu plus compliqué, puis après il y a eu les Google Glass, etc. Et donc Elon Musk se dit, vu la vitesse à laquelle les machines augmentent leur puissance, la meilleure machine de l'univers connu, pour le moment, c'est le cerveau humain, mais toutes les machines d'interface entre le cerveau et d'autres machines sont pas très performantes. Et donc, s'il se dit, on pourrait connecter effectivement notre cerveau de façon efficace à la mémoire informatique de l'univers utilisable avec des méthodes de classement, d'archivage très simples. Aujourd'hui, si on veut accéder, on a Google, on pose des questions, ça s'affiche à l'écran. Mais l'idée, c'est que ça pourrait directement, le cerveau pourrait lire ça presque sans qu'on s'en rende compte. Et l'autre chose qui était la base de Neuralink, donc ça c'est vraiment une évolution, c'est une télécommande pour notre corps quand la connexion entre le cerveau et le corps a été cassée suite à un accident. Donc en fait, ce que veut faire Elon Musk, il faut vraiment toujours le résumer de la façon la plus simple. Elon Musk, c'est quelqu'un qui simplifie les choses au maximum. Donc, il dit, je veux réparer les dégâts de l'homme sur l'homme. Donc, un accident de la route, un accident de maladresse. Donc, c'est des dégâts, la personne est paralysée. Neuralink permet de faire ça. Mais l'informatique folle, débridée, etc., c'est un accident de l'homme sur l'homme. C'est-à-dire qu'on est un homme. L'essentiel de l'humanité devient obsolète à cause de ça. Il faut bien regarder les choses clairement. Les chauffeurs vont devenir obsolètes. Les rédacteurs, les journalistes, les gens qui font les dépêches, enfin tous ces métiers entre guillemets, les barman. Donc un accident de l'homme sur l'homme, c'est de rendre l'homme obsolète ou une grande partie de l'humanité. Et donc il répare ça en donnant à l'humanité cette possibilité d'avoir une télécommande qui pourrait éventuellement, parce que qui peut le plus peut le moins, donc réparer un corps, c'est juste nous redonner les capacités qu'on a, mais on pourrait, moi j'aime bien toujours faire référence à des films, à Matrix avec ces espèces de machines robotisées dans lesquelles la personne s'installe, ou Sigourney Weaver dans Alien, vous savez, elle est dans cette espèce de machine où elle a une force capable. Donc on peut aller dans une direction positive. Moi, c'est ce que je pense avec Elon Musk, c'est que il est véritablement quelqu'un qui, il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a pas il n'est pas quelqu'un qui est tarabiscoté dans sa tête. Et surtout depuis, il a 11 enfants, et depuis qu'il il découvre beaucoup plus sa paternité. On le voit tout le temps avec son fils, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus amoureux de l'humanité, alors qu'il a Asperger, et donc il serait plutôt quelqu'un d'assez froid, entre guillemets. Et il a quelque chose de tellement fort en lui qui il penche du côté du bien.
alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui penchent du côté du mal. Alors, je vais justement vous donner un contre-argument par rapport à ça. L'obsolescence de l'humain, n'est-ce pas aussi ce qui va finir par le libérer? J'entends par là une libération du travail, tout simplement de la charge travail. Une fois que l'humain est débarrassé du travail, est-ce qu'il n'est pas finalement plus heureux? Est-ce qu'il finalement il pourrait pas se consacrer à des activités qu'il ne faisait pas avant à cause de cette charge de travail? Alors le problème c'est moi je suis d'accord hein, pour être, mais je vais pas répondre comme ça à la question parce que ça c'est quelque chose de ponctuel. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, au moment où on parle tous, dans cette espèce de période où les enfants savent plus où ils en sont, on leur dit vérifie si t'as pas un problème de genre dès qu'ils ont 8 ans. On leur apprend à des choses sexuelles, c'est affiché dans les musées. Donc il y a une vraie perte de repères. Donc on est dans cette époque de perte de repères et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on a envie de se resserrer sur soi-même. Et comme le lien familial a été détruit, puisqu'on encourage toutes les destructions possibles et imaginables du lien familial, on est quand même la première société évoluée à considérer qu'il faut qu'on mette nos aïeux dans des prisons. Enfin, puisque c'est ça un EHPAD, hein, et on a bien vu pendant la période du Covid, c'était pire qu'une prison, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller les voir, ils n'avaient pas le droit de venir nous voir, et s'ils mouraient, on n'avait même pas le droit d'aller à l'enterrement. C'est quand même une preuve d'évolution qui est pas bonne. Donc, mais je pense que effectivement, l'humanité va s'adapter. C'est-à-dire qu'avec cette prise en charge d'énormément de jobs par la machine, l'humanité va s'adapter. Mais un des jobs qui va être pris en charge par la machine, c'est la police, c'est l'armée, c'est les décisions politiques, c'est les décisions économiques, c'est les décisions financières, les décisions alimentaires, les décisions de santé, toutes ces décisions. Et vous savez, à chaque fois qu'on perd une compétence, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, il arrête de faire du sport, ça va avoir des conséquences sur lui. Quelqu'un qui lisait beaucoup et qui arrête de faire travailler son cerveau, ça va avoir des conséquences. Et si l'humanité arrête d'être capable de gérer, entre guillemets, tout ce qui est nécessaire à la bonne perpétuation de son destin, en particulier avoir des enfants, eh bien, on aura des surprises. Parce qu'en fait, la clé de ce qui se passe, c'est quand même ne plus avoir d'enfants. Parce que si on regarde froidement, baisse de la natalité partout, on est en train de passer au niveau mondial sous les 2 enfants par femme. C'est la première fois, on est légèrement au-dessus de 2, grâce à l'Afrique. Et avec l'instabilité qu'il y a là-bas, ça pourrait changer. Et le rêve de certains de passer une humanité de 8 milliards à 500 millions, elle pourrait être réalisée juste par cet effet mécanique. Mais justement, est-ce que finalement l'IA n'est pas un miracle pour justement contrecarrer tous ces phénomènes? Puisque on ne travaille pas, on a le temps de faire des enfants. Puisque on ne s'acquitte pas des tâches quotidiennes qui étaient certes éprouvantes, on a le temps de développer aussi, et ça pourrait aussi permettre de développer des sociétés. Et par rapport au pouvoir décisionnel, Madame Michu, elle décide pas non plus du destin de la France ni du monde. Oui, mais ce serait génial ça. Mais quand vous travaillez pas, ça veut dire qu'en fait vous êtes dans un système de revenu universel. Donc vous allez avoir des moyens qui vont vous être attribués par l'État. Et là, on rentre dans Bienvenue à Gattaca. Donc vous n'êtes plus une des personnes indispensables de l'humanité. Donc éventuellement, vous aurez le droit de faire un enfant, si vous avez vu le film. Mais souvent, on vous dit tout le temps que en fait, c'est pas le moment, c'est pas. Et puis finalement, vous ferez pas d'enfant parce que la date sera passée. Enfin, il y a plein de films, hein, Le Silo, il y a pas longtemps sur Amazon. Donc, on nous conditionne à l'idée qu'effectivement, on va pouvoir avoir une vie où on pourra se consacrer à sa famille, où on pourra se consacrer. Mais dans la réalité, aucun système logique ne considère comme intéressant d'avoir des gens qui sont purement oisifs. L'humanité, elle a besoin de personnes qui créent sans cesse. Des peintres, des écrivains, des philosophes, mais aussi des mécaniciens qui sont encore capables de réparer les vieilles voitures. Parce qu'aujourd'hui, c'est des ordinateurs qui réparent les voitures. Un mécanicien de province, il est complètement perdu par rapport à une voiture nouvelle. Il faut qu'il devienne informaticien et il doit plugger
le lendemain matin, il doit regarder plus ou moins ce qui va pas dans la voiture et puis il réalise qu'en fait, il est devenu obsolète. Donc, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sait faire que ça. Et il le fait bien. Mais sauf que la nouvelle manière avec laquelle on lui dit de le faire, elle a été fabriquée pour rendre tous ces gens qui étaient en contact avec les choses obsolètes. Le miel, aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'apiculteurs. C'est un sucre reconditionné dans des usines pour avoir l'apparence. Alors ça prend un nom qui ressemble. C'est réellement. Tout à l'heure, je parlais d'un auteur qui s'appelle Frank Herbert. Et tout le monde a vu ou va voir Dune. Alors, il y avait eu une version par David Lynch il y a une trentaine d'années, je recommande. Et là, il y a celle avec Villeneuve. Donc, il y a eu, il y a 2 ans, le premier tome. Il y a le deuxième qui va sortir. Et Frank Herbert, il a écrit, avant Dune, un épisode qui se passe 10 000 ans avant Dune. Et si vous vous rappelez, dans Dune, il n'y a pas d'ordinateur. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont un espèce de truc Starlink qui touche et ça, ils ont des capacités particulières en mathématiques, ils ont des capacités particulières, les modules étranges, c'est-à-dire que des sons vont produire des effets sur la matière, mais par l'intermédiaire d'une machine. Et voir certaines personnes le font directement. Mais 10 000 ans avant, l'intelligence artificielle décide de prendre et de réduire l'humanité au rang d'esclave. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de fonctions que l'humanité doit continuer à faire, mais pour une intelligence artificielle qui est devenue Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle qui se prend pour Dieu, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire, c'est quoi ces espèces de non évoluées par rapport à moi, donc je vais prendre le contrôle. Et par chance, il y avait un humain qui avait anticipé ce risque et qui avait créé une intelligence artificielle. Un peu comme Elon Musk avec son Grok, mais une intelligence artificielle qui adore l'humanité, qui essaie pas du tout de la copier, mais qui essaie complètement de la servir. Et cette intelligence artificielle va se mettre du côté de l'espèce de Spartacus, en fait, de la guerre contre les machines, qui s'appelle Butler. Donc c'est pour ça s'appelle le djihad de Butler, c'est une espèce de guerre sainte de l'humanité contre les machines. Et qui gagne, parce qu'il faut voir que les machines avaient aussi eu des traites. C'est un peu comme dans Matrix, hein. Pilule bleue, pilule rouge. Enfin, la science-fiction, elle nous dit beaucoup de choses. C'est pas débile, la science-fiction. C'est une manière d'évaluer, avec des gens souvent très intelligents, sont ces auteurs, le destin possible de l'humanité. Mais ce que dit Frank Herbert, la conclusion, c'est que on perdra dans 999 cas sur 1000 la guerre contre une machine qui sera devenue quasiment un dieu, entre guillemets. Et donc, pour ne pas que ça se produise ou se reproduise, il faut refuser de faire quoi que ce soit qui pourrait imiter l'homme. Et on revient à Frankenstein, en fait. Et tout ce qu'on fait en biotechnologie, il faut écouter Schwab. Hein. Schwab, il dit, celui qui maîtrisera la biologie synthétique, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Et Hariri dit, et cette intelligence, elle tiendra dans un anneau. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un sur Terre qui sera capable, avec un anneau, et on revient au Seigneur des Anneaux, etc., d'avoir un pouvoir sur une humanité sans humanité. Alors ça paraît un peu sombre, mais le message c'est est-ce que l'homme a besoin de cette espèce de course en avant folle, loin de lui-même? Est-ce que notre nature, telle qu'on a été conçue, elle n'est pas suffisamment magnifique pour justifier de nous transformer en des machines? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent mais la vie éternelle, elle est possible en nous transformant en machines. Et il y a aussi beaucoup de films de science-fiction où les personnes vont d'un corps à l'autre, ou même ils ont même plus besoin d'être dans un corps, et ils ont une existence éternelle dans la machine. C'est Total Recall ou des films comme ça en fait. Donc j'ai une question qui va vous paraître bête, mais est-ce qu'il ne suffit pas de débrancher la prise? Alors, vous savez, c'est la blockchain. Hein. Donc la machine, elle a déjà résolu le problème avec la blockchain. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait du courant quelque part pour qu'elle se reconstitue ailleurs. Donc non, on vraiment
le, le monstre, il est sorti de la boîte. Donc la seule solution, c'est ce que fait Elon Musk, c'est de trouver une machine qui va exploser assez vite, en fait, la machine qui pourrait être méchante pour l'humanité. Vous pensez que l'IA en tant que telle va mettre fin à l'humanité? Non, 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 parce que moi je crois en l'humanité. Donc dans l'humanité, il y a des personnes qui nous ont alertés, et il y en a d'autres qui agissent dans ce sens-là. Et je crois qu'en fait, elles vont réussir. Je pense très naïvement que le bien triomphe et que l'humanité a des ressources en elle qui sont extraordinaires. Alors pour revenir sur couper le courant, ce sera peut-être une partie de ce qu'il faudra faire à un moment. Et alors ce qui est très intéressant, c'est moi, j'ai une fascination pour Elon Musk. C'est que Elon Musk a construit la panoplie parfaite. C'est-à-dire que le réseau Starlink, son système des grosses batteries connectées à des panneaux solaires, connectés, etc. En fait, il a créé une possibilité d'autonomie de l'humanité qui pourrait rester connectée grâce à ces systèmes sans passer par les réseaux filaires, mobiles, classiques, juste en ayant accès, entre guillemets, à son savoir-faire en termes de batterie pour que l'humanité s'effondre pas, en fait, pour qu'elle retourne pas à l'âge des cavernes. Mais tout ça, c'est possible parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a lu toute sa vie 2 livres. Et il n'a pas lu que des livres de science, il n'a pas lu que des livres de philosophie, il a lu énormément de romans, il a lu énormément de biographies, énormément de bouquins de science-fiction. Et c'est pas moi qui l'invente pour faire style, c'est son frère, sa mère, en fait, les gens qui le connaissent. Et il continue encore aujourd'hui. Il a une espèce de puissance incroyable, enfin un peu moins depuis qu'il a pris Twitter et qu'il a lancé Grok, parce qu'il est harcelé de tous les côtés. Enfin, personne n'a jamais eu autant de procès que Elon Musk en ce moment. C'est dingue. Même Trump dans sa pire période. Puisque vous aimez la science-fiction, est-ce que vous croyez qu'il puisse y avoir un système de classe où une partie de l'humanité refuserait totalement tout accès à l'intelligence artificielle et se développerait en communauté à part de celle qui l'accepterait ou celle qui l'utiliserait à plus haute échelle? Alors, Attali résume ça super bien. Il dit, il y aura des classes, effectivement. Il y aura des très pauvres qui n'auront pas de perspective. Alors, une grande partie d'entre eux sera parquée et une autre partie pourra disparaître. En fait, ils vivront dans des grottes, etc. Mais ils seront assez vite, en réalité, retrouvés par des drones et ramenés à l'intérieur du système. Il y aura une partie de gens très privilégiés qui seront les plus dociles, qui n'ont pas envie de révolte, parce qu'ils sauront à quel point ils sont plus proches de la case du dessous, qu'ils ne seront jamais proches de la case du dessus. Donc ils seront très contents d'avoir des vacances en famille, d'avoir une maison, de manger un steak saignant avec des frites de temps en temps et pas que des barres de céréales OGM avec des insectes à l'intérieur. C'est les mêmes calories, mais c'est pas du tout le même plaisir. Et une caste que Attali appelle les nomades richissimes, qui seront dans des yachts de luxe, qui seront sur des îles, qui seront dans des endroits totalement inaccessibles avec tous les meilleurs produits qui existent sur Terre. À l'époque des plantes OGM, entre guillemets, donc des graines qui pourraient être fabriquées, comme j'évoquais tout à l'heure, les vaccins, pour être cousus entièrement, ces personnes richissimes constituent des bases de données de toutes les graines ancestrales, alors même que aujourd'hui c'est quasiment interdit de les vendre. Enfin, en fait, tout ce qu'ils nous interdisent, ils se l'attribuent pour eux, parce qu'en fait, ils vivent dans cette prophétie qui a véritablement, et c'est votre question, donc qui est une très très bonne question, comme toutes vos questions, qui est une espèce supérieure, une classe supérieure qui possède tout, qui contrôle tout, et tous les autres, en fait, qui ne possèdent rien, qui ne contrôlent rien, même pas leur destin ou leur agenda, et au milieu, en fait, les espèces de super complices du système qui évitent, en fait, à la machine d'exploser.
c'est parce qu'en fait, il y a cette espèce de classe supérieure qui a l'air d'exister que les parents continuent à avoir de l'espoir et se révoltent pas trop en se disant mais si mes enfants travaillent bien à l'école, s'ils sont bien dociles, s'ils font du sport, s'ils font des activités, peut-être que eux réussiront à rejoindre cette classe, mais qui n'existe pas parce qu'elle a une existence en tant que telle, elle n'en a pas, elle est juste un moyen de canaliser l'émotion et d'éviter la révolution. Le jour où les gens vont comprendre que tout ça c'est un leurre, que c'est une espèce de conte de fées pour les enfants, je pense que ça ira mal. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans des pays comme la Russie ou en Afrique ou autres, où ils ont véritablement les pieds sur terre, ils sont encore en lien avec leurs anciens, parce que c'est très important. Vous connaissez bien les sociétés d'Europe de l'Est. La babouchka, la grand-mère, c'est quelqu'un de très important et souvent c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens, qui est très respecté, mais c'est vrai aussi dans les pays arabes et c'est vrai dans les pays africains. Chez nous, on prend nos parents, nos grands-parents pour des cons. On les écoute plus et ils nous intéressent plus. Ils ont rien à nous raconter. C'est gravissime. Alors, j'allais justement venir sur le lien entre l'intelligence artificielle et les relations internationales en global. Tout à l'heure, on parlait d'Elon Musk. Elon Musk, par exemple, qui a refusé l'utilisation de ses satellites par l'Ukraine. On voit que déjà, dès aujourd'hui, il y a certaines entreprises, des GAFAM du moins, qui sont très puissantes, qui ont des puissances étatiques, se permettent déjà d'influer sur la politique globale et à l'échelle internationale. Moi, le moment où j'étais vraiment enthousiaste de l'attitude d'Elon Musk et particulièrement inquiet de l'attitude qu'avait l'Union européenne, c'est quand Elon Musk, de façon un peu sibylline, au moment où l'Union européenne a annoncé des nouvelles règles pour la fin août, a dit on acceptera les règles si elles sont votées, si elles sont légales, etc. Mais en attendant, on n'accepte plus quelque chose qui est totalement illégal, c'est cet espace de pacte secret entre les GAFAM et l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait un pacte secret qui avait été signé entre les GAFAM et l'Union européenne et qui était une espèce de loi sous le radar. Et donc, Twitter en est sorti. Il y a eu tous les Twitter Files. Il n'a pas sorti tous les Twitter Files, mais on sent que il y a une vraie volonté des gouvernements en Occident, mais c'est vrai aussi partout dans le monde, de contrôler au maximum les outils de communication. Les uns veulent les contrôler pour que leurs mensonges ne soient pas démasqués, c'est le camp occidental auquel j'appartiens, et les autres veulent les contrôler parce qu'ils savent à quel point c'est nuisible, c'est comme un poison pour changer les mentalités de génération. Il n'y a qu'à regarder un pays comme le Japon, mais c'est en train d'être l'ombre de lui-même, le Japon. Il faut aller se balader dans les rues, voir le désœuvrement, etc. et l'évolution à laquelle, la vitesse à laquelle évolue une société qui n'a plus d'autres choses à faire que des loisirs et qui continue un peu artificiellement à avoir, à dépenser de l'argent, enfin à vivre à crédit et à faire tout ce qu'il faut pour avoir l'impression d'exister quand en réalité tout ça est devenu complètement artificiel. C'est-à-dire tous ces dessins, je sais plus qui avait fait le dessin où on a un espèce d'homme de Néandertal qui se lève et qui devient un humain, et puis après il se réavachit et puis il est collé à un écran, et l'étape suivante c'est la matrice où en fait de la naissance à la mort, en fait sans savoir, on est uniquement une machine énergétique qui sert aux machines, puisque l'homme en fait c'est une source d'énergie formidable, mais qui est plus connecté à rien d'humain. Mais d'un point de vue des mentalités internationales en général, le monde est plutôt assez conservateur sur de nombreux sujets. Le monde, je parle bien évidemment de tous les États qui existent sur la planète, sont plutôt conservateurs. Mais il l'était. Jusqu'à la révolution woke. Vous pensez qu'il y a une fracture? Armand, qu'est-ce qui s'est passé en Arménie? L'Arménie perd le Haut-Karabakh. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable, puisque c'est les racines de l'Arménie,
les racines de la chrétienté, c'est quand même c'est le premier pays chrétien déjà de l'histoire. Donc chrétien orthodoxe, mais c'est chrétien, c'est les mêmes racines que les nôtres. Hein. L'an 300, les plus vieilles églises, etc. Et ça intègre un pays musulman que ça préoccupe pas beaucoup, et on n'est pas sûr que ils auront le même sort que Hagia Sophia ou Sainte Sophie, selon la manière avec laquelle on regarde. Donc c'est un traumatisme énorme. 145 000 personnes en 2 jours ont dû quitter un endroit où ils vivaient depuis la nuit des temps. Et je rentre pas dans les polémiques dans l'histoire. Il y a eu des exactions dans les deux sens. Je parle juste de cet épisode-là. Cet épisode-là, il a lieu parce qu'en 2017, il y a un nouveau Premier ministre qui est élu en Arménie, qui est un Premier ministre Soros, qui petit à petit s'éloigne des alliés traditionnels de l'Arménie, qui étaient, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'Iran et la Russie. C'est pas bizarre pour la Russie, mais là c'est pas véritablement la question. Mais cette situation n'est possible que parce que l'Arménie petit à petit s'est rapprochée de l'Occident, dont elle avait toujours été proche, de la France, mais un nouveau type de France avec Macron à sa tête. Et ben, à peine constater la perte du Haut-Karabakh à gérer 145 000 personnes, devant le Parlement, devant les bâtiments de pouvoir, il y avait le drapeau LGBT+, il y avait Samantha Powers du S7 qui était là pour signer des accords cadres, etc. La société, elle était conservatrice quand elle avait des bases, quand elle avait des valeurs, quand elle considérait qu'un enfant, c'est un homme et une femme. À partir du moment où un enfant, c'est autre chose, mais il y a des gens qui se considèrent un jour comme un lézard, demain comme un pot de confiture, enfin... tout est permis en réalité, puisqu'on ne peut plus nier à quelqu'un de penser qu'il est autre chose que ce qu'anatomiquement il a l'air d'être. Donc on n'est plus du tout conservateur. On est nos limites en fait. C'est devenu délirant. D'où le fait d'injecter des milliards d'habitants avec un produit dont personne ne sait quoi que ce soit. D'où le fait de faire des sanctions parce que, soi-disant, le solaire et l'éolien vont réussir à remplacer le gaz et le pétrole russe, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, ces gens-là se tapent sur la tête parce qu'ils veulent de l'inflation, ils veulent des révolutions, ils veulent des guerres, et ils veulent nous faire accepter qu'en fait, on est des pots de confiture. Comment est-ce qu'on empêche ça? Comment est-ce qu'on empêche en parlant l'intelligence artificielle effectivement de prendre le pas et de progresser, tout simplement? Alors ça, c'était quelque chose que je disais, peut-être très naïf mais en faisant du beau en fait, en parlant d'amour, en priant, en montrant à quel point l'amitié, la parole donnée, le respect des engagements, l'amour des enfants, l'amour des parents, enfin, en montrant ce qu'est l'humanité, en fait, la définition de l'humanité. Aujourd'hui, on défie l'humanité en permanence. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle apprend de nous? Parce que la machine, elle se nourrit de ce qu'on lui donne, de ce qu'on lui montre. Si tous les jours, on lit des poèmes magnifiques, hein, la machine, elle va lire les poèmes magnifiques. Si tous les jours, on parle de meurtre, d'assassinat, de tête coupée, de l'Holocauste, de n'importe quoi, ben la machine, elle va se nourrir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut apprendre à une machine auquel on donne tellement de pouvoir? On devrait vouloir lui apprendre les belles choses, et on ne lui apprend pas les belles choses. Donc, la solution, c'est ça. Mais la vraie solution, en réalité, c'est de s'interroger sur ce que veut dire progrès. Bertrand Schoeller, merci. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la question. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Ouais, c'est un plaisir. Hein. Et puis à très vite. Well, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell show rose, when freedom comes to every soul.
abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia.